todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Bon écoutez, j'ai fait un petit truc derrière, je sais pas si vous voyez bien. Des fois j'ai des petites idées comme ça, j'aime bien expérimenter. En fait j'aime bien expérimenter des trucs comme Valérie Damido. Et il s'avère à la fin que moi mon résultat il est complètement nul. Donc dites-moi si ça ressort bien, à savoir que là je suis plongée dans le noir. Mais quand la lumière est allumée, c'était pas du tout le même effet. En fait, il n'y avait aucun intérêt. Donc là, je me suis dit, je sais pas, ça donne un petit côté cosy, un petit côté, on est à l'aise, quoi. Donc faites-le moi savoir. Et puis sinon, je continuerai mes expérimentations. Du reste, aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à une affaire extrêmement controversée. Mais quand je vous dis controversée, ça m'a tenu en haleine du début à la fin, comme les affaires que j'aime faire habituellement sur ma chaîne. Il y a des rebondissements du début à la fin. On est là, on se dit mais non, c'est pas possible. Et au final, c'est possible. Et la fin m'a laissé un peu perplexe. Mais je ne vais pas vous spoiler. Ceci dit, ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement. Et puis je vous dis à tout de suite. I just feel that today was not fair on us because we waited so long and we just want answers of what happened, and I just feel that it's just not fair. L'histoire se déroule en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town, qui se situe dans le sud du pays. Mais avant de nous plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre protagoniste, Annie Indosha, une magnifique jeune femme de 28 ans. Les parents d'Annie, Vinod et Nilam, sont d'origine indienne, mais ils vivaient en Ouganda avant de s'installer définitivement en Suède à Mariestad au début des années 70. Ils ont eu une première fille en 1977, Amy, puis Annie en mars 1982, suivie de leur frère Anish en 1988. C'est une famille qu'on peut qualifier de la classe moyenne haute. Vinod, qui est ingénieur en électronique, est un homme qui travaille dur pour que sa famille ne manque de rien et qui met un point d'honneur à ce que ses enfants fassent de hautes études. Après une scolarité réussie et des études supérieures en marketing, Annie déménage à Stockholm pour y travailler comme designer produit chez Ericsson. Maintenant qu'elle a sa situation, comme on dit, la jeune femme veut tout simplement rencontrer l'amour, l'homme avec lequel elle partagera sa vie et fondera un foyer. Et c'est par l'entremise d'une connaissance commune qu'elle rencontre à Londres en mai 2009, Shrien Diwani. Shrien est un entrepreneur millionnaire de 31 ans qui est lui aussi d'origine indienne. Il se voit à 2 reprises à Londres et au terme du second rendez-vous, il décide de poursuivre cette relation dans un but sérieux et plutôt traditionnel. Au départ, vu qu'Annie vit en Suède et Shrien en Angleterre à Bristol, ils se fréquentent à distance. Et c'est vrai que ça va provoquer pas mal d'embrouilles au sein de leur couple, à savoir que ils sont pas suffisamment disponibles l'un pour l'autre, et par moments, ça fait douter Annie, qui n'a pas l'impression de vivre une relation, on va dire, complète et satisfaisante. Mais en mars 2010, Annie déménage en Angleterre pour se rapprocher de Shrien, et 2 mois plus tard, ils se fiancent. Leurs familles respectives qui se sont rencontrées ont tout de suite validé cette relation. Annie, c'est une belle jeune femme, elle est très éduquée, elle a une bonne situation, donc elle plaît beaucoup aux divani. Shrien, quant à lui, est très apprécié également par la famille d'Annie, puisque c'est un homme qui a une très bonne situation. Comme je vous l'ai dit, il est millionnaire puisqu'il a ouvert une maison de retraite. Il est très bien éduqué. Après, on dit de lui que c'est également un homme assez hautain, qui peut parfois se montrer méprisant, mais à côté de ça, et malgré quelques petites embrouilles, Annie et lui s'entendent très bien. Et le 29 octobre de la même année, ils se marient à Mumbai en Inde, entourés de leur famille et de leurs proches. C'est un mariage digne d'un film Bollywood, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, les festivités auraient coûté environ 200 000 €. Je sais que c'est un détail, mais je la trouve vraiment magnifique, Annie, dans ses robes durant son mariage. Elle me fait beaucoup penser aux actrices dans Jodha Akbar, Devdas. Vraiment, je la trouve époustouflante de beauté. Et il est prévu qu'après le mariage, à leur retour de voyage de noces, elle s'installe avec Shrien à Bristol en Angleterre. Le 7 novembre, Annie et Shrien s'envolent pour leur voyage de noces de 10 jours en Afrique du Sud. Ils restent tout d'abord 4 jours au parc national Kruger, qui est la plus grande réserve animalière du pays et qui est clairement une destination de rêve, avec tous ces parcs naturels et ces paysages magnifiques.
Le 12 novembre, ils se rendent à Cape Town où ils ont réservé une chambre dans l'hôtel 5 étoiles Cap Grace. Et c'est à cette occasion qu'ils rencontrent le chauffeur de taxi Zola Tongo que Shrien décide d'engager comme guide touristique, chauffeur personnalisé. Zola les conduit à l'hôtel et il est prévu qu'ils se revoient le lendemain pour visiter la ville. Alors ce qu'il est utile de préciser, c'est que l'hôtel Cap Grace proposait déjà un service de taxi pour les touristes, mais Shrien a préféré faire appel au service de Zola Tongo, puisque ça lui coûtait moins cher. Bon, Shrien est millionnaire, mais comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Ce soir-là, comme vous pouvez le voir dans les vidéos de surveillance de l'hôtel, Shrien et Annie sont très proches, ils semblent très amoureux, ils passent un petit moment dans le restaurant de l'hôtel et prennent quelques photos. Le 13 novembre, en début de soirée, le couple rejoint Zola Tongo devant l'hôtel pour qu'il les amène dans un restaurant. Alors, il semblerait qu'à ce moment-là, Shrien et Annie aient changé d'avis. Ils ne voulaient pas un repas trop consistant, ils voulaient quelque chose d'un peu plus léger et plus proche de la culture sud-africaine. Et c'est là que Zola les aurait conduits dans le restaurant Surfside à Strand, où le couple dîne jusqu'à 10h30. Après le dîner, et cette partie est assez floue, puisque à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qu'il en est vraiment, Annie aurait demandé à Zola de leur faire visiter des coins culturellement authentiques, plus précisément les townships du secteur. Les townships, de ce que j'en ai compris, ce sont des quartiers populaires réservés aux non-blancs, donc les Noirs, les Indiens et les personnes métissées. Les infrastructures sont pas aux normes et les populations qui y vivent sont extrêmement pauvres et vivent dans des conditions très précaires. Zola prend donc la direction des Cap Flats à Gougoul et tout. À 10h45, Zola arrête son véhicule à hauteur d'une intersection et c'est à ce moment précis que deux hommes surgissent devant la voiture, une arme à la main. Ils montent à l'intérieur, ils éjectent Zola du véhicule, tandis que Shrien et Annie sont à l'arrière, complètement paniqués. Ils roulent pendant plusieurs dizaines de minutes et durant ce laps de temps, ils forcent Shrien et Annie à leur remettre leurs bijoux, leur téléphone, leur argent, puis ils éjectent Shrien du véhicule et continuent leur route. Annie, toujours coincée à l'intérieur. Shrien se précipite devant la première maison qu'il voit et il demande à l'habitant d'appeler la police le plus rapidement possible en lui expliquant qu'il vient d'être victime d'un carjacking. Une voiture de police arrive très rapidement sur place et là il demande à Shrien de les conduire à l'endroit précis où s'est produit le carjacking. Ils font le tour du township, se rendent sur les lieux de l'incident, aucune trace de la Volkswagen de Zola ou d'Annie. Entre-temps, ils apprennent que Zola s'est rendu dans un commissariat afin de reporter l'incident. Les officiers de police et Shrien se rendent à l'hôtel Cap Grace afin de voir si entre-temps Annie n'est pas rentrée. Et là, ils tombent sur le réceptionniste Monde Bolombo qui leur explique que la jeune femme n'est pas rentrée. Donc là, c'est officiel. Il n'est plus seulement question de carjacking, mais d'enlèvement. Shrien contacte les parents d'Annie pour les tenir informés de ce qu'il vient de se passer. Et Vinod, qui est catastrophé, décide de prendre le premier avion pour l'Afrique du Sud afin de suivre l'avancement des événements. Le lendemain matin, très tôt, le standard de la police reçoit l'appel d'un habitant de Khayelitsha. C'est un quartier qui se situe à environ 20 minutes de Gougoul et tout. Il leur explique qu'une Volkswagen grise qu'il n'a jamais vue jusque-là est restée stationnée toute la nuit le long de la route. À 8h, une patrouille se rend sur place et il s'agit effectivement de la Volkswagen de Zola. Et à l'arrière, la police découvre le corps sans vie et maculé de sang d'Annie Diwani. D'après le médecin légiste, la jeune femme a reçu un coup de feu qui a traversé sa main gauche puis sa poitrine et qui est ressorti par le cou, sectionnant une artère. Elle a de multiples ecchymoses à l'intérieur des jambes, mais aucune trace d'agression sexuelle. Donc d'après lui, ces ecchymoses pourraient s'expliquer par une lutte. Et lorsque Shrien est averti par les autorités du décès de son épouse, il est effondré. Et effectivement, dans les caméras de surveillance de l'hôtel, on peut le voir dans le couloir, escorté et complètement effondré. Vinod, quant à lui, apprend le décès de sa fille alors qu'il se trouve toujours dans l'avion, direction l'Afrique du Sud. Le père de famille a été terriblement choqué et catastrophé puisque aucun parent sur Terre ne pense perdre son enfant durant sa lune de miel. Les investigations commencent le même jour et la première personne à être interrogée, c'est Zola Tongo. Il est auditionné à plusieurs reprises et il déclare ne pas connaître l'identité des deux hommes qui ont commis le carjacking. Alors pour info, Zola c'est un homme de 31 ans qui n'a jamais eu de problème avec les autorités. Ce n'est pas un voyou, il ne trempe dans aucune magouille, donc a priori,
il est lui aussi une victime. Et d'ailleurs, il va se montrer très disponible pour aider au maximum les autorités afin de retrouver la trace des deux assaillants. Shrien est également interrogé et il raconte le déroulé de la soirée. Il explique qu'ils sont sortis au restaurant, puis qu'ils sont partis en voiture pour visiter les townships et le reste, le carjacking qui a priori mal tourné. Entre-temps, la police scientifique a analysé le véhicule et ils sont parvenus à recueillir une empreinte palmaire déjà enregistrée dans leur fichier. Il s'agit d'un certain Kolile Mengeni, un délinquant de 23 ans. Il est arrêté le 16 novembre afin d'être interrogé pour voir s'il est impliqué dans le meurtre de la jeune femme et il semblerait qu'il ait fait des aveux tout de suite. En tout cas, on a des aveux filmés de sa part et il fournit même le nom de son complice, un certain Ziwamadoda Kwabe. Kolile affirme que c'est Zimawadoda qui aurait tiré sur Annie parce qu'elle refusait de lui remettre son sac. Bon, a priori, ça semble quand même assez peu crédible, l'idée qu'Annie se serait battue avec cet homme pour ne pas lui remettre son sac. Faut pas oublier qu'elle a grandi dans un milieu assez aisé, dépourvu de violence. C'est une touriste dans un township, dans un endroit qu'elle sait assez violent. Ça paraît peu probable qu'elle se soit battue avec l'un des deux pour son sac. Toujours est-il qu'à ce stade de l'enquête, on suppose qu'on a le nom des deux personnes qui ont attaqué le couple. Ziwamadoda Kwabe est donc recherché, tandis que le 17 novembre, le corps d'Annie Diwani est rapatrié en Angleterre aux côtés de son époux. Le lendemain, soit le 18 novembre, la police parvient à localiser Ziwamadoda grâce à un indice qui se trouve dans le township où il s'est planqué après l'arrestation de Kolile. Au départ, il nie toute implication. Il ne sait pas qui sont Annie et Shrien, il n'a absolument rien fait. Puis au fil des heures, il change progressivement de version. Il admet être la deuxième personne présente lors du carjacking. Mais il explique qu'ils ont un troisième complice qui aurait tout organisé. Monde Mbolombo, le réceptionniste de l'hôtel. Il est à son tour arrêté, mais il nie toute implication. Ziwamadoda demande alors aux enquêteurs de pouvoir s'entretenir avec lui et il lui demande de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et un peu plus tard dans la journée, Zimawadoda change une nouvelle fois de version et cette fois-ci il explique qu'ils ont un quatrième complice qui est le cerveau de ce carjacking, Zolatungo. Le lendemain, Monde change à son tour sa version et il confirme les déclarations de Ziwamadoda. Jusque-là, Zola était considéré comme une victime du carjacking, même si les inspecteurs avaient quand même quelques réserves par rapport à certains points qui leur semblaient pas très clairs. Le premier et le plus évident, c'est cette visite de nuit dans l'un des quartiers les plus dangereux de la ville, avec deux touristes qui présentent des signes de richesse assez clairs. D'après Zola, c'est Annie qui aurait insisté parce qu'elle voulait absolument connaître la vraie culture de l'Afrique du Sud. Donc elle aurait dit oh non, moi je vais absolument visiter les townships, je veux. Donc ça c'est sa version. Le second point, c'est que d'après eux, Zola ne peut pas ignorer l'identité des deux assaillants. C'est un homme qui connaît très bien Google et tout, donc il les a forcément reconnus. Lui leur avait déclaré qu'il ne savait pas qui ils étaient. Mais le 20 novembre, il se rend au commissariat avec son avocat et explique qu'il a des déclarations à faire. Il dit qu'effectivement, il est bien impliqué dans le carjacking, mais qu'il a uniquement servi d'intermédiaire. Là, il demande à bénéficier d'un accord en échange d'informations supplémentaires. On accepte sa requête, et là, plot twist, comme disent certains. Il affirme qu'en fait, il s'agissait d'un faux carjacking fait à la demande de Shrien Diwani. Il raconte que le jour où il les a rencontrés, donc le 12 novembre, il les a conduits à l'hôtel Cap-Grace. Là, Annie est montée dans la chambre, tandis que Shrien et Zola se sont retrouvés tout seuls. Et là, Shrien lui aurait demandé s'il pouvait se débarrasser de sa femme pour 1500 €. Zola lui aurait répondu qu'il ne faisait pas ce genre de choses, mais qu'il pouvait trouver quelqu'un pour le faire. Dès le lendemain, il en aurait parlé au réceptionniste Monde, qui est un ami à lui, et effectivement, dans les vidéos de surveillance de l'hôtel, on les voit s'isoler dans une pièce et parler ensemble. Ce même jour, et on peut le voir dans les enregistrements de l'hôtel, Monde appelle Ziwamadoda et il lui dit « Pour l'affaire dont je t'ai parlé, ça urge, il faut le faire aujourd'hui ». Zola ajoute que le matin du meurtre, à 9 h, il a conduit Shrien dans un bureau de change
pour qu'il convertisse l'argent qu'il devait ensuite lui remettre. Et quand on lui demande la raison qui le pousse à dire toute la vérité, eh bien il explique que Shrien l'a arnaqué sur la somme qui était convenue. C'est donc la raison qui le pousserait à le dénoncer. Donc là, si vous avez bien suivi, le scénario serait le suivant. Shrien et Annie arrivent à Cape Town le 12 novembre. Shrien s'isole avec Zola devant l'hôtel et il lui demande s'il peut éliminer sa femme pour environ 1500 €. Zola lui dit qu'il ne fait pas ce genre de choses, mais qu'il peut lui trouver quelqu'un. Il en parle à son ami Mondé, qui est également le réceptionniste de l'hôtel. Mondé contacte Ziwa Madoda, qui lui dit « Ok, je vais trouver quelqu'un ». Et c'est là qu'il s'organise avec Kolile pour éliminer Annie. L'affaire, qui était déjà extrêmement médiatisée, à ce moment-là, elle devient brûlante presque. Jusque-là, on parlait d'une touriste assassinée durant sa lune de miel. Là, il serait question d'un meurtre commandité par son propre époux. Pour information, l'économie de l'Afrique du Sud tourne en grande partie autour du tourisme. Mais c'est également un pays avec un taux de criminalité très élevé. Pour vous donner quelques chiffres, c'est environ 50 meurtres par jour. Si on peut comparer avec la France, même si comparaison n'est pas raison, mais pour comparer avec la France, en France on tourne à 2 meurtres par jour pour une population quand même plus élevée qu'en Afrique du Sud. Donc autant vous dire qu'il semble y avoir de gros problèmes de communication là-bas, mais c'est surtout que ce type de fait divers, ça peut avoir un véritable impact sur l'économie. Et d'ailleurs, ça a eu un impact à la suite du meurtre d'Annie Diwanyi, ce qui a motivé le gouvernement à mettre des petits coups de pression, on va dire, pour que l'affaire soit résolue le plus rapidement possible, puisque les entreprises axées sur le tourisme, les hôtels, enregistraient de grosses pertes financières. Bref, après les déclarations fracassantes de Zola Tongo, la cour décide de juger dans un premier temps Mondé, Zola, Kolile et Ziwa Madoda, puisque souvenez-vous, Shrien est retourné en Angleterre. Ziwa Madoda et Zola se voient offrir des peines réduites en échange de plaidoyer de culpabilité et d'un témoignage à charge contre Shrien Diwanyi. Mondé, qui n'était pas sur place au moment du meurtre, se voit accorder une immunité totale en échange d'un témoignage à charge contre Shrien Diwanyi. Comme vous pouvez vous en douter, ils ont bien évidemment accepté les accords. Le seul qui n'en a pas bénéficié, c'est Kolile Mengeni. Et je pense que ça a été motivé par le fait qu'on a retrouvé son empreinte palmaire sur la scène de crime. Parce que concrètement, les autres, c'était uniquement des accusations, mais il n'y avait pas vraiment de preuves physiques, je dirais. Kolile, lui, c'est sûr et certain, on a retrouvé son empreinte. Et l'accord d'immunité pour Mondé a particulièrement choqué l'opinion publique à l'époque, puisque en fait il était condamné à absolument rien du tout, alors que d'après la version des 4 hommes, c'est lui qui aurait tout organisé. Le 7 novembre 2010, Zola Tongo comparaît devant la haute cour du Cap Occidental et conformément à son accord de plaidoyer, il plaide coupable du vol à main armée, de l'enlèvement et du meurtre d'Annie Diwanyi. Il est condamné à 18 ans de réclusion sous réserve qu'il maintienne son témoignage contre Shrien Diwanyi. Lors des audiences préliminaires du 18 février 2011, l'avocat de Ziwa Madoda Kwabe déclare que son client a été battu par la police pour faire ses déclarations le 18 novembre 2010. Le juge les considère comme recevables et le condamne à 25 ans de réclusion. Kolile Mengeni a lui aussi déclaré avoir été torturé par la police pour faire ses déclarations. Son avocat affirme que les enquêteurs subissaient des pressions pour résoudre ce meurtre à cause des enjeux économiques et qu'ils auraient fait en sorte d'inculper des personnes le plus rapidement possible. Dans la mesure où il devait être opéré d'une tumeur au cerveau, son procès a été retardé à plusieurs reprises et le 19 novembre 2011, il est condamné à perpétuité puisque le juge a considéré que c'était lui qui avait tiré sur Annie. Donc là, si vous avez bien suivi, sur les 4 hommes impliqués, 2 se sont rétractés, Ziwa Madoda et Kolile, qui disent avoir été torturés pour faire ces déclarations. Mondé et Zola ont maintenu leur version, à savoir que c'est Shrien Diwanyi qui a commandité le meurtre de son épouse. C'est pourquoi le parquet continue d'investiguer sur Shrien et il découvre quelques éléments assez troublants. Le matin qui a suivi le carjacking, on peut voir dans un salon de l'hôtel Cap Grace, Zola et Shrien qui discutent ensemble. Shrien s'adresse à un employé de l'hôtel et quelques secondes plus tard, l'employé en question quitte le salon. D'après Zola, Shrien aurait demandé au serveur de quitter le salon pour pouvoir se retrouver seul avec lui et là il lui aurait demandé si le travail avait été fait, donc si Annie avait été tuée. Zola lui aurait alors dit « Fais gaffe, il y a des caméras dans le salon » et Shrien aurait levé sa tête en direction des caméras, il aurait ensuite baissé la tête et il aurait cessé de parler.
Effectivement, on le voit bien lever sa tête en direction des caméras, on le voit bien avoir une attitude, on va dire, un peu bizarre, mais il n'a pas été possible de récupérer le son. Donc on ne peut pas savoir ce que se sont dit les deux hommes. Quelques jours après le meurtre, et toujours dans les enregistrements de l'hôtel, on peut voir Shrien marcher dans le couloir de l'hôtel, un sac plastique à la main, et derrière lui, Zola qui le suit. Les deux hommes se rendent dans un endroit qui n'est pas couvert par les caméras, et quelques minutes plus tard, Zola quitte l'hôtel avec le sac plastique dans la main. D'après lui, il s'agirait de l'argent pour le meurtre. Il y a également les relevés téléphoniques entre le smartphone de Zola et celui de Shrien qui indiquent que les deux hommes se sont contactés 20 fois entre le matin du 12 et le soir du 13 novembre. Zola assure qu'il a envoyé un texto à Shrien quelques heures avant le meurtre pour lui demander de ne pas oublier l'argent, ce à quoi Shrien lui aurait répondu « T'inquiète pas, l'argent est dans une enveloppe dans la poche arrière du siège ». Il y a effectivement des traces de SMS envoyées depuis et par le smartphone de Zola, mais on n'est pas parvenu à les retracer ou à pouvoir en lire le contenu. Donc ce point-là, bon, on ne sait pas trop. Toutefois, le parquet est convaincu de l'application de Shrien. Ce qu'il leur manque, c'est le mobile. Parce que là, clairement, même si on part du principe qu'effectivement Shrien a commandité le meurtre de son épouse, quel serait le mobile? Il était multimillionnaire, il n'y avait pas d'assurance vie au nom de son épouse, donc bon, l'enjeu ne serait pas l'argent. On pense alors à des problèmes de mésentente. Bon, ils étaient mariés que depuis quelques semaines. Dans les caméras de surveillance de l'hôtel, ils ont quand même l'air assez complices, assez proches. Ils avaient des problèmes, voilà, des embrouilles de couple, mais au point que Shrien décide de se débarrasser d'elle pendant leur lune de miel, son mobile ne semble pas très solide. Mais une révélation sur la vie privée de Shrien fait basculer l'enquête. Cet élément, et on le verra plus tard, serait le mobile. D'après le parquet, Annie aurait découvert ce secret durant leur lune de miel et Shrien l'aurait éliminé pour qu'elle ne le dévoile jamais. Les semaines et les mois passent et tandis que le parquet sud-africain tente de faire extrader Shrien à Cape Town, l'émission Panorama réalise 2 documentaires sur cette affaire. L'un en mars 2012 et l'autre en septembre 2013. Et d'après les journalistes, le rapport d'autopsie indique un coup de feu avec une traversée irrégulière. Ce qui, d'après eux, suggère qu'il y a eu lutte. Pour eux, Annie et son assaillant étaient en train de se battre au moment où le coup de feu est parti. Verdict, il s'agirait d'un coup de feu accidentel, ce qui va à l'encontre de la version officielle selon laquelle le tir était délibéré. Shrien, qui se trouve toujours en Angleterre, s'est fait hospitaliser dans un hôpital psychiatrique à Bristol pour stress post-traumatique et dépression. D'après sa famille, il aurait perdu une dizaine de kilos et penserait de plus en plus au suicide à cause des accusations qui pèsent sur lui, des accusations qu'il juge ridicules et obscènes. Mais son hospitalisation n'empêche pas la machine judiciaire puisque le 7 avril 2014, l'Angleterre accepte finalement la demande d'extradition du jeune homme. It would be oppressive not to send him back if his health is not good. But we are happy as a family to hear that the court has decided that it is in the interest of justice that he will go back to South Africa. The court has rejected his appeal on human rights. I feel, and we feel, that there are a lot of delays and it's very painful for us. But we want to get the truth about what happened to our sister Annie, and we just want him to get better now so that he can finally go to South Africa and tell us what happened. Il est aussitôt arrêté à son arrivée sur le sol sud-africain. Il est mis en examen pour 5 chefs d'accusation. Entente en vue de commettre un enlèvement, vol avec circonstances aggravantes, meurtre, enlèvement et entrave à la justice. Il plaide bien sûr non coupable pour tous les chefs d'accusation. Son procès s'ouvre le 6 octobre 2014 à la Haute Cour de Cape Town. Et ce même mois, Kolile Mengeni décède en prison des suites de sa tumeur au cerveau. Son avocat avait fait une demande de libération pour qu'il puisse profiter de ses derniers moments avant de mourir puisqu'il était condamné, mais sa requête avait été rejetée. Donc maintenant, on en vient au procès de Shrien et au moment que vous attendez tous avec impatience, à savoir quel serait le mobile de ce meurtre. Eh bien écoutez, d'après le parquet, Shrien Diwani aurait fait assassiner sa femme
parce qu'elle aurait découvert qu'il était gay. Donc là, on va faire un léger retour en arrière. À la suite du retour en Angleterre de Shrien, et tandis que les 4 complices étaient arrêtés en Afrique du Sud, une personne a jugé bon d'envoyer des petits mails par-ci par-là afin de dévoiler le secret inavouable de Shrien, à savoir qu'il payait régulièrement des prostituées hommes pour des petites activités nocturnes. Cette information avait bien évidemment fuité et Shrien et sa famille l'avaient toujours démenti en expliquant que voilà, les gens voulaient faire leurs intéressants. Ces gens en question, c'est en fait un Jean, à savoir Léopold Leisser, un prostitué spécialisé dans, on va dire, les rapports sadomaso. Il a donné une interview, même plusieurs interviews, Léopold, dans lesquelles il a expliqué que Shrien était friand de moments d'intimité durant lesquels il était, on va dire, malmené. Quand le parquet sud-africain a découvert cette information, là ils se sont dit, c'est bon, on a le mobile. Alors là j'imagine que vous vous dites, oui mais il pourrait très bien être bi, ce qui expliquerait ses rapports tarifés avec Léopold et son mariage avec Annie. Le problème c'est que Léopold a déclaré que Shrien se disait complètement homosexuel et pas du tout attiré par les femmes. Et un autre témoin à charge affirme cette information, c'est Simon Johnson. Il a travaillé un temps pour un site internet spécialisé pour les homosexuels sur lequel était inscrit Shrien Diwani depuis 2004. Et d'après les informations de son compte, effectivement, Shrien est plutôt homosexuel que bisexuel. Et d'ailleurs, Simon Johnson explique que Shrien était très actif sur ce site jusque durant ses fiançailles et sa lune de miel, à savoir que quand il a rencontré Annie, il continuait à se rendre sur le site et à rencarder des hommes, et même durant leur lune de miel, il se connectait sur le site, et ça c'est assez étrange. Et ce qui a beaucoup choqué quand cette information a été révélée, surtout du côté de la famille d'Annie, forcément, puisque eux n'étaient pas du tout au courant de ça, c'est que, si vous vous souvenez bien, avant de se marier avec Annie, il avait parlé avec Vinod, son père, et il lui avait expliqué qu'il ne voulait pas avoir d'intimité avec elle avant le mariage pour respecter la religion et la culture. En fait, il s'avère que durant le même temps, il rencardait des hommes. Donc c'est là où on se dit qu'effectivement, par rapport à sa sexualité, ce serait étonnant finalement qu'on puisse le considérer comme bisexuel, puisque il n'avait pas d'intimité avec Annie, et sur le site, il déclarait être complètement homosexuel. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et d'après les activités de son profil sur ce site internet, il s'est reconnecté dessus le lendemain de la mort d'Annie, et peu après, il a supprimé son compte. Donc imaginez un peu l'effet que ça a fait à la cour de savoir que son épouse venait à peine d'être assassinée, qu'il se reconnectait sur ce site de rencontre. Disons que voilà, sans même parler de son orientation sexuelle, parce que, même si ça a une part, on va dire, quand même assez importante dans l'affaire, puisque là, clairement, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a épousé une femme s'il est homosexuel? D'ailleurs, c'est clairement le mobile en soi que met en avant le parquet, c'est elle aurait découvert durant leur lune de miel qu'il était en fait attiré par les hommes, elle l'aurait certainement menacé d'en parler, et de là, il l'aurait tué pour éviter qu'elle ne dévoile ce secret inavouable. Des membres de la famille d'Annie sont amenés à témoigner, et ce que l'on découvre, c'est que quelques semaines avant le mariage, Annie avait échangé plusieurs SMS avec l'une de ses cousines, avec laquelle elle avait une relation assez forte, et dans leurs échanges, la jeune femme lui expliquait qu'elle n'avait plus vraiment envie d'épouser Shrien. Elle lui dit par exemple, je comprends pas, j'ai même pas le droit de le serrer dans mes bras, il veut pas que je le touche, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de dur, que c'est quelqu'un on va dire, de renfrogner, parce que elle ne se doutait pas qu'en fait il n'était pas attiré par elle. Donc ça l'a fait énormément douter, mais au final elle s'est malgré tout mariée avec lui en pensant qu'il changerait. Et durant sa lune de miel, elle a échangé quelques SMS avec sa cousine dans lesquels elle lui dit que elle n'est pas sûre de vouloir rester mariée avec Shrien, qu'elle trouve que c'est un bon gars, mais que il y a quelque chose qui cloche, qu'elle n'arrive pas à comprendre ses attitudes, son comportement. D'après certains, la signification de ces échanges, ce serait qu'Annie et Shrien n'ont jamais consommé le mariage. Ce qui a fait, on va dire, douter la jeune femme sur son envie de continuer avec lui. Ça paraît quand même assez probable. Pour l'accusation, tous ces éléments mis bout à bout confortent l'idée
que Shrien s'est débarrassée d'Annie après qu'elle a découvert son secret. La famille d'Annie affirme également qu'il a eu des comportements très bizarres à la suite du décès de son épouse. Par exemple, la veille de ses funérailles, il s'est rendu à une soirée pizza. Il n'aurait pas été très présent pour eux, sans parler des sites pour adultes qu'il a consultés peu après la mort d'Annie. Shrien a reconnu ses comportements. Il a même demandé pardon à la famille Ndosha en leur expliquant qu'il n'était pas dans son état normal. Du côté de la défense, Shrien a embauché des avocats très connus dans le pays et très compétents. Et ce qu'ils mettent en avant, tout d'abord, c'est le prétendu SMS qu'il aurait envoyé à Zola Tongo quelques heures avant le carjacking. Là, l'avocat de Shrien lui dit « Écoutez, vous dites qu'il vous a envoyé un SMS pour vous parler de l'argent qui se trouvait à l'arrière du siège, mais ce texto, on ne l'a jamais retrouvé. » Là, Zola répond « Écoutez, ça me paraît bizarre, moi je suis sûre de ce que je dis, on s'est échangé des textos par rapport à ça, et il m'a répondu ça. » Et concernant le mobile, les avocats mettent en avant un point assez intéressant, à savoir que, comme je vous l'ai dit, d'après le parquet, le mobile ce serait l'homosexualité de Shrien. Annie l'aurait découvert quelques jours avant leur arrivée à Cape Town, et de là il aurait décidé de l'éliminer. Le problème c'est que dans toutes les caméras de surveillance de l'hôtel, dès leur arrivée on les voit très proches, très complices, ils se font des câlins. Si vraiment ça avait été le mobile, Annie n'aurait pas été aussi proche de son époux, lui aurait semblé distant. Là en l'occurrence c'est pas le cas. Et il y a également toutes les contradictions dans les déclarations de Zola, Monde et Ziwa Madoda qui sont amenés à témoigner. Mais chacun a une version différente sur la somme d'argent qu'ils devaient percevoir, sur les échanges téléphoniques que les uns auraient eu avec les autres pour la préparation du faux carjacking. En fait, il y a tellement d'inexactitudes et d'incohérences que la juge déclare « Monsieur Tongo, qui était le seul témoin qui pouvait lier l'accusé à ce complot, a livré au tribunal un témoignage tellement improbable et contenant tellement d'erreurs, de mensonges et d'incohérences qu'on ne peut tout simplement pas savoir où finissent les mensonges et où commence la vérité. Je reconnais qu'à ce stade de la procédure, la crédibilité d'un témoin joue un rôle limité, mais à mon avis, la déposition de ces témoins est tellement remplie de contradictions fondamentales sur les éléments clés que je ne peux que l'ignorer. En tirant cette conclusion, je tiens compte du fait que les trois témoins, M. Tongo, M. Mbolombo et M. Kwabe, sont des personnes intelligentes et donc plus que capables de tenter de déformer leur version pour impliquer l'accusé. Le 8 décembre, Shrien Diwani est acquitté. Il retourne dès le lendemain en Angleterre. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi les trois co-accusés ont impliqué Shrien? Il y aurait plusieurs réponses possibles. La première, ce serait la négociation d'un accord. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Zola Tongo. Il a avoué, mais en demandant un accord en échange d'informations supplémentaires. Or, seule l'implication de quelqu'un d'autre pouvait présenter un avantage pour le parquet à ce stade de l'enquête. Une autre raison possible, ça pourrait être la vengeance. Mettons que Shrien devait une certaine somme d'argent à Zola Tongo pour les déplacements en taxi. Peut-être qu'il ne lui a pas donné toute la somme qu'il lui devait. À partir de là, Zola aurait préparé le faux carjacking avec son ami Monde. Malheureusement, durant la soirée, Annie aurait été tuée accidentellement. Donc après, je vous dis pas que c'est ça qui s'est passé. Je vous donne plusieurs hypothèses possibles. Maintenant, les mensonges ont tout un tas de raisons. Là, je vous en ai donné deux, mais en creusant davantage, je suis persuadée qu'on peut en trouver. Donc voilà. La juge, qui s'appelle Traverso, je crois, a également statué que Kolile Mengeni ne pouvait pas être celui qui a tiré. Bon là, pour le coup, elle statue un peu tard, puisque Kolile Mengeni est décédé, et elle note également que Monde s'est rendu coupable de parjure, puisqu'il a menti à plusieurs reprises durant le procès, ce qui en soi justifierait que son accord soit rompu et qu'il purge une peine de prison. Mais le 19 juin 2015, le parquet déclare qu'il n'a décidé d'intenter aucune action en justice contre lui. Après le procès, de nombreuses personnes ont protesté contre la décision du juge Traverso, en considérant que Shrien Diwani ne devait pas être acquitté, qu'il était forcément impliqué. Et il y a même une association à but non lucratif, The Eiger Education Transformation Network, qui a déposé plainte pour négligence et partialité. Alors si j'ai bien compris cette partie, l'association a reproché au juge d'avoir eu un parti pris racial durant le procès, ce qui fait qu'elle aura accordé peu de crédit aux déclarations de Zola Tongo.
Mais le comité d'éthique judiciaire a classé l'affaire puisqu'il considère que la juge Traverso n'a fait preuve à aucun moment durant le procès de manquement, de négligence ou de parti pris. Et concernant le ressenti de la famille Indosha, ils se sont déclarés complètement dévastés et abandonnés par le système judiciaire. D'après eux, Shrien est impliqué d'une façon ou d'une autre. Et ils en sont tellement convaincus qu'ils déposent une demande en Angleterre afin de rouvrir l'enquête. Mais le 9 septembre 2015, le coroner Andrew Walker déclare au tribunal que des investigations supplémentaires ne seront pas possibles puisqu'il n'y a aucun élément supplémentaire permettant d'infirmer les conclusions du tribunal de Cape Town. La demande de la famille Indosha est donc rejetée. L'année suivante, soit en septembre 2016, le prostitué Léopold Lesser est retrouvé pendu à son domicile. Au départ, certains ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un meurtre, qu'il aurait été assassiné à cause de son témoignage contre Shrien Diwani durant le procès. Mais le rapport du médecin légiste a conclu qu'il s'agissait d'un suicide. D'après son entourage, à la suite du procès, il a plongé dans une dépression, il sortait plus de chez lui, son chiffre d'affaires avait drastiquement baissé, puisque ça lui avait fait de la mauvaise pub. Mais je tiens quand même à souligner que c'est lui en fait qui a tenu à être interviewé par tous ces magazines pour des dizaines de milliers de livres. Donc en soi, ça peut expliquer la mauvaise pub qu'il a eue ensuite et surtout le fait que les clients ne veuillent plus faire appel à ses services, puisque j'imagine que personne n'a envie de voir sa vie privée jetée en pâture comme ça. Donc oui, ça peut éveiller de la méfiance vis-à-vis des gens qui avaient l'habitude de faire appel à ses services. Toujours est-il que d'après sa famille, ce serait à cause de ce procès qu'il se serait ôté la vie. Et en 2018, Shrien Diwani est de nouveau mis sous le feu des projecteurs d'une certaine façon, puisqu'il fait officiellement son coming out. Il affiche des photos de lui et de son compagnon sur les réseaux sociaux. C'est un photographe brésilien du nom de Gledison Lopez Martins. La famille Dani a réagi à son coming out. Son oncle, qui on va dire est le porte-parole de la famille, a déclaré qu'il n'arrive toujours pas à comprendre les mensonges de Shrien et qu'ils aimeraient qu'il s'excuse une bonne fois pour toutes de leur avoir caché qui il était vraiment. Ils se sont également déclarés contre la libération sur parole de Zola Tongo, qui a effectué 2 demandes depuis 2010. Ils ne se sentent pas capables de lui pardonner d'avoir organisé le meurtre de la jeune femme, et même si à présent ils ne remettent plus en doute l'innocence de Shrien, ils ne parviennent pas à lui pardonner à lui non plus ce mariage qui a coûté la vie à Annie Indosha un soir de novembre 2010. Et bien voilà la triste histoire d'Annie Indosha. Je vous avoue que c'est une histoire que j'ai trouvée particulièrement touchante par rapport à la symbolique autour de son décès, à savoir sa lune de miel. Au final, ça se transforme en cauchemar. Après, moi, ce que j'en pense par rapport aux conditions dans lesquelles elle est morte, c'est que je pense qu'elle devait être agressée sexuellement avant de mourir et qu'au final, elle s'est défendue et qu'on lui a tiré dessus. Ce qui me fait penser ça, c'est la trajectoire de la balle, à savoir que on lui a tiré, on a tiré une balle, ça a traversé sa main, ensuite sa poitrine et c'est remonté au niveau de son cou. J'ai l'impression qu'elle était en train de se protéger comme ça quand on lui a tiré dessus. Et je pense que si sa main était à ce niveau-là, c'est qu'elle était certainement en train d'empêcher quelqu'un de lui arracher son vêtement par le haut. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Après, je vous avoue qu'il y a quand même d'autres points qui m'ont un peu turlupiné. Déjà, le premier, c'est Shrien. J'ai pas compris, en fait, le délire d'épouser une femme alors qu'il n'est pas hétéro. J'ai pas compris. Je sais que ce sont des choses qui arrivent par rapport à l'image. Quand, lui, il devait sans doute venir d'une famille, on va dire, un peu traditionnelle. Donc, c'était pour montrer qu'il allait se marier avec une femme, fonder son foyer, etc. Mais je trouve que c'est un choix tellement égoïste parce que là, tu condamnes en fait la personne avec laquelle tu vas te marier et t'es en train de lui briser quelque chose. Annie, elle était très, très sincère au niveau de ses sentiments et même si elle a eu des doutes, il l'a rassurée et puis au final, elle s'est raisonnée et elle s'est dit c'est quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un de spirituel, donc on va y aller. Je sais pas, ça m'a fait mal au cœur. Maintenant, c'est pas parce que c'est un menteur qu'il a été malhonnête, infidèle et pas qu'un peu, que c'est un assassin. Je vous avoue que cette affaire, en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que toutes les 5 minutes, je changeais d'avis. Genre, toutes les 5 minutes, j'étais là, je me disais, il est innocent, non, il est coupable, mais non, il est innocent,
il est coupable. Et même maintenant, tout de suite, je suis même pas sûre de ce que je pense par rapport à cette affaire. Est-ce que je le crois innocent? Est-ce que je le crois coupable? Je sais pas, parce qu'il a fait des choses tellement bizarres. Surtout quand on le voit dans les caméras de surveillance, qui parle avec Zola, ensuite il regarde le haut, vous savez, au niveau des caméras de l'hôtel. Ça, j'ai trouvé que c'était très étrange en fait. J'ai pas trouvé d'explication. Idem pour le sac. Il rentre dans une pièce avec Zola, il lui donne un sac, Zola ressort avec le sac. J'ai trouvé que c'était chelou en fait. Donc je sais pas. J'arrive pas à trouver. En fait, quand j'arrive pas à trouver d'explication à un comportement, je me dis ouais, c'est chaud cacao. Maintenant, ce que je ne trouverais pas logique, c'est que, genre, le gars, il arrive en Afrique du Sud, il sort de l'avion, il rencontre un chauffeur de taxi, au bout de 5 minutes, il lui dit « Tu veux pas te débarrasser de ma femme ?» Je sais pas, ça me paraît quand même trop improbable. Ou alors c'est que vraiment, il a la confiance, hein. Shriyan, il se dit « L'argent peut tout acheter », et le gars ne parlera jamais, je sais pas, ça me paraît pas probable. Mais à côté de ça, le gars, quelques heures après la mort de son épouse, il se reconnecte sur le site pour adultes, pour voir les profils et tout. Enfin, vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Je pense que vous-même, vous devez être un peu dans un état d'esprit comme le mien, à savoir qu'il y a des trucs qui vous laissent penser que le gars est innocent, mais d'autres trucs qui vous laissent penser qu'il est coupable. Bah moi, c'est le bordel. C'est exactement ça. J'arrive pas à me faire une opinion. Bref, j'espère que la famille d'Annie a quand même pu avancer depuis. Je comprends hein, leur acharnement, on va appeler ça comme ça, leur acharnement envers Shriyan. Je peux comprendre qu'ils aient voulu rouvrir l'enquête en Angleterre, parce que même si aujourd'hui peut-être qu'ils se disent non, finalement c'est pas lui qui a commandité le meurtre, je pense que inconsciemment, peut-être même consciemment, ils se disent ouais, mais s'il l'avait pas épousée alors qu'il n'était pas attiré par les femmes, donc s'il avait été honnête avec lui-même et qu'il ne l'avait pas épousée, elle n'aurait jamais mis les pieds en Afrique du Sud et donc elle n'aurait pas été assassinée. Peut-être que ils pensent à ça et donc ils se disent de toute façon et dans tous les cas, il est coupable. Donc je peux comprendre leur ressenti, je peux comprendre qu'ils aient voulu le faire payer, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant, il faut avancer. C'est vrai, il a fait une erreur, il a fait quelque chose de pas correct, mais voilà, je veux dire, à un moment donné, on évolue dans la vie, on devient des gens meilleurs que ce que l'on était par le passé, et tout le monde a le droit à une seconde chance. Surtout que maintenant, il est plus en accord avec lui-même, donc il est nécessaire d'avancer. Après, s'il est coupable, c'est possible hein, qu'il le soit, moi je ne sais pas, je n'y étais pas. S'il est coupable, bon, bah ça c'est encore une autre histoire. Mais vous, mettez-moi en barre des commentaires hein, ce que vous en pensez. Et franchement, mettez-moi tout, je suis trop curieuse de lire vos commentaires. Parce que là, maintenant, tout de suite, je sais toujours pas si je le crois coupable ou innocent. Genre, il y a 2 minutes, je doutais de son innocence, là maintenant je doute de sa culpabilité, je vais finir la vidéo, je vais douter une nouvelle fois de son innocence et de sa culpabilité, et puis ma foi, ce que je vous propose, c'est que si cette vidéo vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.